Salut, vous regardez Campus Chanel et on est ici pour 40 minutes de chat décomplexé avec l'Université Paris-Dauphine pour le Master Management de l'immobilier, le Master 246. Denis Burkel qui est directeur de ce Master et Camille Malsan qui est étudiante attendent vos questions. On commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Bonjour à tous. Alors vous avez 1 minute chrono, c'est parti. Le Master 246 vise à former des managers et en réalité des patrons de l'immobilier, c'est-à-dire des décideurs et pas des spécialistes, pas des experts. Et donc nous avons un modèle pédagogique dans lequel, pour vous permettre de répondre à toute question ou à toute situation, nous couvrons l'ensemble des sujets et en résidentiel et en tertiaire, et en droit et en finance ou en management de projet, pour vous donner l'ensemble des éléments de contexte, des mécanismes de décision qui vous permettent de dire au bout d'un moment, au bout d'un examen d'une situation, je prends, je ne prends pas ou je choisis un mode intermédiaire d'expertise ou d'approfondissement. Donc vraiment, master très professionnel avec une quarantaine d'enseignants qui sont eux des experts dans leur matière et qui vous apportent de quoi jouer ce rôle de futur patron de l'immobilier. Pile dans les temps, on passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent juste ici. Allez la régie, on envoie la première question. Je commence ? Alors, je suis étudiante en M1 et j'aurais voulu intégrer votre master, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle significative dans le secteur de l'immobilier. Cela peut-il vraiment me pénaliser ? Bah écoute, jeune étudiante en M1, c'est vrai qu'une expérience professionnelle en immobilier est un vrai plus lors de l'entretien. La plupart de notre promotion ont déjà eu une très grosse expérience en immobilier. Oui, par exemple toi, c'était ton cas ? Oui, moi c'était mon cas. Qu'est-ce que tu avais fait ? J'avais fait un premier stage chez Deloitte en audit immobilier et un second dans une foncière de commerce qui s'appelle Fray. Et donc j'étais à quasiment 1 an d'expérience. Ok, donc ça va plutôt être compliqué d'intégrer quelqu'un qui n'a aucune expérience. Alors, ça sera un peu plus difficile. Ce que nous aimons bien, c'est des gens qui ont envie de travailler dans l'immobilier et d'y être heureux. Et donc, imagine que tous ceux qui viennent vous voir ont l'envie, ont cette envie-là puisqu'ils postulent. Oui, mais ce sont des envies qui peuvent être diverses. Des gens qui viennent pour gagner de l'argent parce qu'on gagne de l'argent dans l'immobilier, ça n'est pas une bonne motivation. Okay. Parce que l'immobilier a besoin effectivement de gens passionnés. On construit pour 100 ans. Et pas pour un mois de péremption d'un produit consommable, et on construit pour le bonheur des gens qui travaillent ou qui habitent là-dedans. Et donc, si vous n'êtes pas heureux là-dedans, si vous n'avez pas le sentiment de pouvoir vous épanouir, il ne faut pas venir dans l'immobilier. Est-ce que, pour répondre précisément à la question, vous avez déjà accepté quelqu'un qui n'avait pas d'expérience préalable dans l'immobilier ? Oui, on l'a fait. À vrai dire, on le fait de moins en moins, parce qu'on a de plus en plus de candidats qui ont fait 1 année de césure en immobilier ou des stages en immobilier. Mais ça n'est pas, il n'y a rien d'écrit, ni dans les textes, ni même dans les esprits. Et sur le côté M1, je crois que l'étudiante était en M1, est-ce que ça là, vous convient ? c'est parfait. Il faut avoir validé son M1. Quand on rentrera dans le M2 que nous sommes, donc au moment évidemment de la sélection, le M1 ne sera pas validé et l'acceptation se fera sous condition évidemment de la validation. Pourquoi avoir choisi le 246 ? Avais-tu un projet précis en tête ? Ça, c'est une question pour Camille. Je pense que c'est pour toi, Camille. Pour moi, le 246, c'était un choix qui s'est révélé assez tard. En fait, j'avais eu un cours avec vous, Monsieur Burkel, en M1. En audit. Ah, donc tu es une dauphinoise ? Oui, oui, c'est vrai. Je suis une vraie dauphinoise. Et donc, votre cours m'avait éclairée parce qu'on avait parlé des risques immobiliers au cours d'un cours. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'immobilier qui m'intéressait le plus. Donc, j'ai fait une césure pour pouvoir un peu tester en fait, l'immobilier. Et donc, quand j'ai intégré le 246, c'était pour mettre un point d'orgue à mon année de césure qui s'était faite principalement dans l'immobilier. Ok. Et tu as hésité avec d'autres programmes similaires Similaires, oui, mais toujours dans le secteur de l'immobilier. Lesquels ? Il y avait des programmes à la Sorbonne qui sont aussi de bons programmes, mais étant à Dauphine, connaissant un petit peu les rouages et sachant aussi, après en avoir discuté avec des professionnels,
que le master de Dauphine était un très bon master. Je me suis dit que c'était surtout celui-ci, quoi. Quel serait un bon critère à prendre en compte pour quelqu'un qui se renseignerait sur les différents masters, les différentes formations en immobilier? Peut-être son passé à lui, c'est-à-dire que si c'est plutôt un ingénieur, c'est bien peut-être de finir son master en école d'ingé, puis ensuite de réfléchir à un master en gestion, parce que c'est plus de la gestion. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme... Par rapport aux différents choix, là, vous avez plus des gestionnaires dans vos promotions? Nous avons justement une grande diversité d'étudiants. On a des étudiants qui ont parfois une dizaine d'années de vie professionnelle derrière eux, donc qui ont une vraie expérience pratique, opérationnelle. Et chez les étudiants qui sont majoritaires, on a plutôt 25 à 30 étudiants sur 35. On a et des juristes purs, et des financiers très dauphinois, voilà. Comme Camille. On les aime bien quand même, mais aussi des ingénieurs type ESTP, des écoles de commerce ou des architectes. Et c'est vrai que le 246 étant vraiment une passerelle vers la professionnalisation et vers des fonctions effectives, est une bonne fin de cursus. Quel que soit le cursus que vous ayez fait finalement. Alors, puisqu'on est dans les cursus, je vais vous laisser prendre la question suivante. Alors, j'ai un parcours plutôt littéraire, licence en lettres modernes. Cela vaut-il la peine de postuler à votre master? Oui, question. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait pris beaucoup de pur littéraire. De pur littéraire. Pourquoi? Alors, parce qu'on a vraiment ce besoin de travailler sur des choses un peu techniques, plus concrètes. La littérature, bien sûr, probablement peut emmener sur d'autres chemins. Et puis nous avons cette pertinence financière, cette image de marque finance de Dauphine et notre master qui impose vraiment d'être à l'aise en finance. Ce qui ne veut pas dire qu'on en a fait avant. Nous prenons, comme on l'a dit, des architectes des juristes. Ou des juristes, donc des gens qui, pour certains, n'ont pas fait du finance du tout dans leur vie universitaire, mais dont on peut ressentir, on a des techniques de sélection pour ça, dont on ressent qu'ils seront à l'aise. Ils ne sont peut-être pas des grands experts. Donc là, il faudrait vraiment mesurer si la licence en lettres peut quand même ouvrir à une certaine agilité financière. J'ai entendu dire que les masters Dauphine étaient un peu la chasse gardée des Dauphinois. Je viens de la Sorbonne, ai-je moins de chances de rentrer si je postule? Alors là, la réponse est clairement non. On n'a pas de quota. Mais de fait, vous avez quelle proportion de Dauphinois? C'est plutôt des paquets que j'évoquais tout à l'heure, de 4, 5, 6 étudiants, Dauphinois, ESTP, école de commerce ou juristes ou gestionnaires venant d'autres universités que Dauphine. Donc seulement 4-5 Dauphinois dans ta promo? Oui, on est 4 cette année. Sur un total de combien de personnes? De 33, si je ne me trompe pas. 33. Donc on n'est pas du tout en majorité. Donc les Sorbonnes sont les bienvenus, en tout cas, pour postuler. Et comment on travaille avec des profils aussi divers que des gens qui ont, disons, d'expérience, des juristes, des Dauphinois, des gens qui ont fait complètement autre chose? Comment ça se passe? Ça se passe sur une ambiance de partage. C'est-à-dire que chacun va apporter ce que lui a vu avant ou ce que lui pense. Et donc, en fait, on fait une belle émulation d'idées et ça se passe très bien. En fait. Ouais, ça se passe vraiment très bien. Il n'y a pas des difficultés quand même? On n'a pas la même manière de travailler quand on est architecte que quand on est étudiant à Dauphine, par exemple? Il faut savoir s'adapter. Et je pense que c'est très bon, si on veut devenir un dirigeant, de savoir s'adapter à son interlocuteur et aussi aux projets qui nous sont proposés. Et comment vous leur enseignez ça, justement? Alors, on est très attentif à cette diversité d'origine, de profil, même de caractère. Et l'alchimie, c'est les objectifs très allants de la formation. Il y a 500 heures de cours, 25 examens, donc des échéances très fréquentes. Et c'est finalement le fait d'être figé et fixé sur l'objectif avec le souci de réussir qui fait que l'alchimie fonctionne, quoi.
Ok. Ils ont tous le même fouet dans leur dos pour les faire avancer. Ils n'ont pas un fouet, ils ont un fouet intérieur. Un fouet intérieur. Mais en tout cas, ou plutôt un feu intérieur. Ok. Et c'est ça qui prend bien. Ça crée vraiment, et la richesse vient de la diversité. Enfin, le monobloc fonctionnerait certainement moins bien. Ok. Alors, c'est mon tour, je crois. Qu'attendez-vous exactement au niveau des mini-mémoires demandés à l'entretien? Oui, alors c'est plutôt à moi de répondre là pour le coup. Alors, ce fameux mini-mémoire. Alors, je suis très brutal là-dessus. C'est une façon de sélectionner les motivés et les non motivés. C'est un mémoire d'une dizaine de pages sur un sujet à choisir d'ailleurs parmi 2 sujets assez simples. Je conçois que ce soit pénible. Parce qu'il faut quand même faire un minimum de recherche et discuter un peu une thèse, enfin en tout cas un point de vue. Tous les points de vue sont admis, il n'y a aucun souci. Le plus personnel sera le mieux noté, en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par personnel? Que ce ne soit pas une thèse bon ou mal, ou la thèse classique de l'article le plus proche de ça qu'on trouvera sur Internet. Ok. Ça passera pas très bien. L'idée, c'est vraiment de tester si l'envie de venir a donné du plaisir à faire le mémoire, finalement. Ok. Donc vous voulez voir quelqu'un qui a pris du temps pour son mémoire, qui a mis du sien. Et qui s'est dit, mais ça m'intéresse. Et je dois dire, enfin j'ai dit ça de temps en temps, il y a des mémoires qui sont tellement intéressants que je les pique. Et que je les garde, et il y en a effectivement un très bon qui a été le mémoire d'un futur major. Ok. Toi, donc c'est un bon signal. Tu avais fait ton mini-mémoire sur quel sujet? Moi j'avais fait mon mini-mémoire sur le sujet de bureau. Et alors je l'avais adapté à mon expérience de césure. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises que j'avais visitées, elles étaient toutes confrontées à une problématique de déménagement, dans les 2 cas. Ok. Donc une qui se regroupait avec toutes les entités du groupe, donc ça c'était Alliance qui se regroupait à la Défense. Quand j'étais chez Deloitte, l'entreprise déménageait pour se rendre dans le nouveau quartier d'affaires du Luxembourg. Et enfin, chez Frey, l'entreprise grossissait vraiment à vue d'œil. Et donc on avait des problématiques de savoir où est-ce qu'on allait s'installer. Il fallait rester dans le Triangle d'Or parce que c'est là où il y a toutes les entreprises de l'immobilier. Ok. Et donc tu avais été mener des interviews avec tes collègues? Oui, du coup, au fil de mes expériences, j'en avais parlé avec mes collègues qui avaient un ressenti un peu différent. Donc c'était un manager ou quelqu'un qui était dans l'entreprise depuis des années, qui avait toujours eu son bureau au même endroit et qui avait appréhendé un peu le départ. Et donc de toutes ces expériences, j'ai pu faire un mémoire. Ça fait combien de pages ce mini-mémoire? Une dizaine de pages. Une dizaine de pages. Okay. Clairement pas plus, pas forcément beaucoup moins si on veut vraiment dire un minimum de choses. Il faut quand même un peu de quelques pages. Allez-y. À ton tour. Qu'est-ce que la Royal Institution of Chartered Surveyors et en quoi leur accréditation fait-elle une différence? Alors, la Royal Institution of Chartered Surveyors, appelée aussi la RICS. C'est plus simple, la RICS. Oui, c'est plus simple. C'est une accréditation donc, qui historiquement est britannique et donc qui regroupe un certain nombre de professionnels de l'immobilier. Donc c'est une accréditation qui est reconnue à l'international et qui aujourd'hui ouvre les portes d'un réseau de professionnels qui se forment continuellement au cours de leur carrière. Donc ça veut dire quoi concrètement, ouvre les portes du réseau? C'est-à-dire qu'en faisant le master, qu'est-ce que je vais avoir concrètement? Le master permet de tenter de rentrer dans la RICS par un examen spécifique qui est tout à fait différent que celui du master, immédiatement à la sortie. Okay. Alors que si vous ne passez pas une formation accréditée comme la nôtre, vous devez attendre une dizaine d'années avant de pouvoir rentrer dans la RICS. Okay. Et comme le dit Camille, la RICS regroupe en France un peu plus de 1000 professionnels maintenant, donc c'est un noyau très, très intéressant en début de carrière. Et si vous attendez 10 ans pour y rentrer, c'est peut-être un peu moins intéressant que si vous pouvez y rentrer tout de suite. Et sur vos promotions, quel est le pourcentage d'étudiants qui passent cet examen à l'issue de la formation? Rapidement, un tiers. Et dans l'histoire, pratiquement les 2 tiers à 3 quarts
des anciens sont rentrés dans la RICS. Ok. Qui présente d'ailleurs l'avantage effectivement d'une formation continue, ce qui est toujours excellent dans un milieu comme le nôtre, et aussi une grande sévérité ou exigence déontologique, ce qui, dans le monde de l'immobilier, n'est pas inutile. Ok. Alors, on va faire une petite pause dans les questions. On passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Alors, le premier mot, ce sera la plongée. Alors, pourquoi la plongée? Parce que quand on fait son baptême de plongée, on y va en groupe. Et quand on se lance dans le master, on y va aussi en groupe. Et on doit apprendre à communiquer, peut-être de façon différente, comme je vous l'expliquais avant, à des personnes qui ne comprennent pas forcément. Donc en plongée, c'est avec les mains, et entre nous, on doit s'adapter. Ok, donc premier mot, plongée. Oui, la plongée. Deuxième mot. Deuxième mot, communauté. Parce que l'immobilier est une communauté très unie, très passionnée, passionnante aussi, dans laquelle on rentre jeune et on n'en sort en réalité jamais. Et le 246 est un peu l'antichambre de luxe de cette communauté, où vous retrouvez déjà vos camarades de différentes origines, la quarantaine d'enseignants qui sont eux-mêmes très intégrés dans la communauté, avec un parrain qui est un grand patron de l'immobilier, Alain Taravella cette année par exemple, un certain nombre d'anciens, puisque nous avons 500 anciens qui sont en évolution très rapide dans cette communauté. Ok, deuxième mot, communauté. Et troisième et dernier mot. La course. C'est Camille. Ce sera la course. Donc une course, ça se prépare, ça s'organise. Ça demande aussi de l'endurance. Donc c'est des qualités dont on a besoin pour tenir le coup cette année qui est assez dense. Donc dans ce master. Et surtout, la course, c'est aussi les foulées d'immobilier qu'on organise chaque année. Cette année, ce sera la 10e édition qui aura lieu le 18 juin 2017 à Dauphine. Et donc, on vous prépare une course de 10 km autour du Bois de Boulogne. Et je pense que c'est un objectif qu'on va... C'est un projet qu'on mène en groupe et qui est toujours un très bel événement. Ok, très bien. Je vous laisse passer à la suite des questions. D'accord. Allez-y. Seulement 35 élèves dans la promo, est-ce parce que vous n'avez pas beaucoup de candidats? Alors, malgré le fameux mémoire, nous avons encore 300 candidats. Ok, vous n'avez pas réussi à les dégoûter complètement. complètement. On n'a pas réussi, on en aurait probablement beaucoup plus sans ce mémoire. Le nombre de candidats augmente de façon d'ailleurs très régulière et chaque année. 35, non, c'est un choix Dauphine qui, pour l'ensemble de ces masters, toise le nombre d'étudiants à 35. Ce qui concrètement fonctionne bien. Enfin, d'abord, on a une communauté qui est relativement riche déjà. 15, ce serait sans doute un peu court. Et en même temps, 35, ça permet d'avoir une vraie proximité avec une classe. Finalement, c'est une classe de secondaire. Voilà, donc ça fonctionne bien. Okay. Alors, je ne dis pas que ce nombre ne pourrait pas augmenter dans les années qui viennent, mais cette année, on est toujours sur 35. Alors, vous disiez un peu plus de 300 candidats, c'est ça? Oui. À quel moment vous allez écrémer le plus? Est-ce que c'est au moment du dossier ou est-ce que c'est au moment de l'entretien? Au moment du dossier. Le dossier peut être déposé du 20 février au 28 mars sur le site. Et nous passons effectivement un gros mois à réduire ces 300 à 80. Ok. Dossiers, et ces 80 passent ensuite l'oral. Ok. Alors, j'ai vu sur votre site que 70% des diplômés partent vers la finance. Un étudiant qui ne serait pas intéressé par ce secteur aurait-il sa place dans le master? C'est une bonne question. Et je vais prendre l'exemple de ma promo. Je pense que la moitié de la promotion est plutôt ingénieur. Donc ils se dirigent vers la promotion. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par la finance. Non, c'est mais des spécialisations voilà. finance en école d'ingé. C'est ça. Et donc, ils spécialisent vers la promotion qui n'est pas forcément le secteur de la finance. Ok. Donc, c'est la preuve qu'un étudiant qui n'est pas intéressé par ce secteur peut tout à fait avoir sa place dans notre master. Mais toutefois, vous disiez que c'était quand même important d'avoir une certaine appétence pour ça, puisque il y a quand même Dauphine derrière et que c'est traditionnellement très financier. Voilà, c'est vraiment une garantie pour les employeurs et pour la communauté des anciens du master d'être vraiment solide en finance. Mais ça vaut aussi pour monter un bilan de promotion. Voilà.
C'est l'exemple que je voulais prendre. immobilière. La finance est présente évidemment dans tous les métiers de l'immobilier, et donc c'est très important d'être excellent là-dessus. Mais pour autant, dans les années où la promotion immobilière fonctionne bien, ce qui est le cas effectivement depuis quelques mois en France, nous avons une part plus élevée de la promotion qui va vers la promotion immobilière. Okay. Donc les 70%, effectivement, c'était très nettement le cas il y a 2-3 ans, quand la promotion était un peu au creux de la vague. Recruter moins, très objectivement. Aujourd'hui, on va pouvoir effectivement avoir plus d'étudiants dans la promotion immobilière. Si on regarde justement aujourd'hui, ou peut-être l'année dernière sur la dernière promo, où sont allés vos diplômés? Est-ce que vous pouvez donner un panel des différentes options qui s'offrent à eux? Ils sont allés beaucoup dans ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire la gestion d'actifs immobiliers, souvent des actifs de bureau, pas seulement, mais principalement des actifs de bureau. Ils sont allés dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire le conseil, la transaction, ou pour le bénéfice de certains fonds étrangers ou de certaines foncières, l'accompagnement de l'achat d'immeubles. Ils sont allés un peu dans le financement aussi, donc dans le secteur bancaire, dans la promotion immobilière, que ce soit pour construire des logements ou pour faire des bureaux, et puis dans quelques métiers qui sont un peu moins nombreux, comme les experts immobiliers, métiers où on a quand même chaque année quelques étudiants, des métiers aussi comme on a un avocat l'an dernier qui sera avocat dans l'immobilier, on a des notaires dans l'immobilier, on a aussi ponctuellement des gens qui partent en logement social. Alors, quel pourcentage de vos cours sont en anglais? Demandez-vous un bon niveau lors de l'entretien d'admission. Alors, jusqu'ici, on n'a pas encore eu de cours en anglais. Ok, pas de cours en anglais. Alors, on a une partie limitée de cours en anglais en fin d'année, effectivement. Je dirais 10% pour faire. Ok, donc c'est quelques cours par-ci par-là. Quelques cours et en tout cas quelques interventions dans certains cours, plutôt financiers effectivement, parce que c'est ce qui s'y prête le mieux. Ah oui, donc vous vous attaquez avec la finance en anglais directement. C'est quand même assez logique pour le coup. Nous demandons un TOEIC donc qui soit présenté dans le dossier, mais sans fixer aujourd'hui de niveau, parce qu'en réalité, on se rend compte que tous les TOEIC aujourd'hui ont un niveau de 700, voire plus. Donc, ce n'est pas vraiment un critère pour vous. Donc, ce n'est pas véritablement un critère, et les étudiants ont tous un niveau d'anglais tout à fait convenable pour travailler dans des entreprises immobilières qui sont effectivement pour certaines internationales et donc qui travaillent en anglais, qui ont certaines des clients effectivement étrangers parlant donc en anglais le plus souvent, puisque la langue internationale de l'immobilier c'est l'anglais bien sûr. Dans quelles entreprises les étudiants travaillent-ils généralement pour l'alternance? Puis-je aller travailler dans un cabinet d'architecture par exemple, ou est-ce plus classique? Je ne sais pas ce que veut dire classique en l'occurrence. Il y a des petits guillemets à classique. Voilà, il y a des guillemets à classique. Alors, est-ce que l'alternance concerne la totalité de vos étudiants? Absolument. Donc tout le monde est en alternance dans le master? Tout le monde est en entreprise du lundi au mercredi et à Dauphine du jeudi au vendredi. Donc ça fait partie d'ailleurs du modèle pédagogique de gérer les priorités de l'entreprise où normalement les choses se passent bien, on est bien intégré avec des projets, des échéances, et en même temps de gérer les échéances des examens. C'est quelque chose d'important de savoir arbitrer. Quand on est patron, il faut arbitrer en permanence. Après tout, c'est un bon exercice. En l'occurrence, nous avons un très grand panel d'entreprises qui nous proposent des contrats d'apprentissage, parce que le plus souvent, ce sont des contrats d'apprentissage, pour les plus âgés, des contrats de professionnalisation. Et on a en quelque sorte des partenariats avec beaucoup d'entreprises qui ont l'habitude d'avoir des anciens de chez nous, des anciens de la promo précédente qui préparent quelque part le terrain. Mais on a vraiment un très très grand panel de propositions qui correspondent exactement, je dirais, aux débouchés. C'est-à-dire, là encore, dans les foncières asset management, dans l'investissement, dans la promotion immobilière, etc. Et j'ajoute que c'est très, très intéressant d'approfondir et de réussir son alternance, et donc de bien choisir son entreprise, puisque nous avons aujourd'hui pratiquement la moitié des alternants qui transforment en contrat
dans l'entreprise où ils sont en alternance. Ok. Dans ta promotion, comment ça s'était passé pour la recherche d'alternance? À quel moment ça se fait? Ça se fait après les résultats des entretiens. Et à la rentrée, il y avait une seule personne qui n'avait pas encore trouvé son alternance et qui l'a trouvée dans la semaine. Donc vraiment, pas de dès le souci départ, spécifique. Aucun problème. Et tes camarades et toi étaient dans quelle entreprise? Alors, principalement des entreprises asset management, parce que c'est là où il y a une grosse partie de la promotion de notre promotion qui se dirige, et puis une bonne partie aussi en promotion ou en développement. Donc c'est en fait adapté à ce que chacun souhaite faire dans l'immobilier. Donc Bouygues Immobilier. Oui, il y en a. Moi, je suis chez Groupama Immobilier. Oui. On a eu quelques Amundi, des anciens qui sont allés après. Il y a aussi des BNP, qu'est-ce qu'on a d'autre? Foncières des régions. Des foncières des régions, oui. ICAD, Gessina, Altaria Cogedim. Oui, donc c'est vraiment... Donc des sociétés d'expertise immobilière aussi. Des grands groupes. Effectivement, beaucoup de grands groupes. On a aussi des étudiants qui sont dans des équipes plus petites, des entreprises que nous connaissons bien. On est un petit peu plus attentif dans ce cas-là à ce que l'accompagnement puisse être fait correctement. C'est très important, évidemment, dans l'alternance qu'il y ait aussi un tuteur de stage ou un tuteur d'apprentissage qui puisse bien accompagner. Alors ça, c'est une question pour moi peut-être. Quelles sont les différentes étapes de l'entretien et comment s'y prépare-t-on? Faites-vous toujours partie du jury, Monsieur Burkel? Alors, Monsieur Burkel fait toujours partie du jury. Il est même le permanent. Donc on est sûr de tomber sur vous. Voilà, je suis toujours dans la sélection parmi les 300 pour arriver aux 80 et je fais partie de tous les jurys d'oraux. C'est ce qui permet de maintenir une égalité, une bonne régulation du recrutement. Nous avons toujours 2 enseignants, 1 ou 2 enseignants dans le jury, 1 ou 2 étudiants à la promotion en cours dans le jury, d'anciens étudiants et une spécialiste du recrutement d'une entreprise immobilière. Ça fait pas mal de personnes en fait. Ça fait un peu de monde, oui, ça fait un peu de monde. Mais le jury est un moment évidemment très fort puisque vous avez 5 minutes pour vous présenter et convaincre de votre motivation. C'est un petit entretien d'embauche quelque part, de cooptation, puisque pour entrer dans cette fameuse communauté, il faut vraiment convaincre que vous avez envie de vous épanouir dans l'immobilier. Voilà. Donc 5 minutes de présentation. 5 minutes de présentation et ensuite 10 minutes de questions sur votre point faible. Sur votre point faible uniquement. Oui. Puisque les points forts... Camille dit oui. On considère que vous avez déjà été sélectionné sur vos points forts, puisque vous aurez eu un très bon dossier universitaire, vous aurez déjà expliqué en quoi vous pourrez exceller, vous aurez déjà expliqué quels sont vos projets, très importants, dire comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans. Donc voilà, ça c'est un acquis. En revanche, si vous êtes juriste, c'est très important d'apprécier votre capacité à faire de la finance. Ou si vous êtes très financier, votre capacité à avoir un raisonnement juridique. Ou si vous êtes père ou mère de famille, votre capacité à sacrifier votre famille pendant 1 an. C'est la deuxième partie de l'entretien. Donc la deuxième partie est extrêmement désagréable et normalement, si vous avez l'impression d'avoir été complètement abattu pendant ces 10 parties, c'est très bon signe. C'est bon à savoir ça. Bon signe, voilà. Camille, toi, on t'avait interrogé sur quoi? Alors moi, on m'avait interrogé sur comment j'aurais géré l'entreprise dans laquelle j'étais actuellement. Alors, c'était de passer à celle qui reçoit, donc, entre guillemets, les ordres, passer à la décideuse. Et je m'avoue, j'y m'attendais pas trop, mais j'avais une belle vision de ce que de la position de mon entreprise, et ça s'était assez bien passé. Mais c'est vrai qu'on m'a posé des questions sur le bureau, et j'avais jamais fait de bureau. C'est normal, c'était son point faible. Voilà, c'était mon point faible. Donc c'est normal si on ne sait pas forcément répondre à tout. Normalement, la deuxième partie de l'entretien, vous êtes pris au dépourvu. Si vous n'êtes pas pris au dépourvu, c'est un peu mauvais signe. C'est pour ce qu'on veut vous mélanger un peu. Voilà. C'est que c'est mort de temps dans tous les cas, donc autant être sympa en deuxième partie. Voilà, et donc là vraiment, il faut se préparer à effectivement répondre à ça, donc se demander si
éventuellement se préparer quelques arguments et être très naturel, parce que sinon le masque tombera. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, voilà, on peut se préparer sur ses points faibles et surtout, au cours de l'entretien, rester zen et ne pas monter sur ses grands chevaux ou se mettre à pleurer. Je pense que ce ne sera pas un bon voilà. Ce sera pas un bon On n'a jamais eu de pleurs. Mais... tant mieux. Non, quand même pas. Alors, on va passer à un sujet sérieux puisqu'on passe à la question experte. La question experte, vous pouvez la lire. Le 246 aborde-t-il suffisamment la révolution digitale et ses conséquences sur le monde de l'immobilier? C'est une bonne question. Nous avons un module autour du numérique et du digital, qui est effectivement une technique qui est utilisable dans divers moments de l'immobilier, enfin de la construction à la commercialisation ou même à la gestion. Donc tout le monde... c'est une formation aux outils, c'est une formation aux outils. Numérique. C'est une formation aux outils et une présentation des outils possibles. Okay. Je reconnais que la révolution digitale est en fait est présente dans tous les domaines. Alors, même dans les questions juridiques, parce qu'évidemment il y a des conséquences juridiques à ça. Dans les questions de management de projet, forcément, puisqu'on travaille là-dessus. La tablette pour la gestion, enfin... moi je considère qu'aujourd'hui, oui, nous répondons suffisamment, mais c'est vrai que c'est l'un des éléments, me semble-t-il, avec le développement durable, qui est dans la décennie qui s'écoule, le moteur d'évolution la plus rapide du secteur. Alors, et donc il faut qu'on soit attentif à ça et qu'on s'ajuste en permanence. Alors ça tombe bien, puisqu'avec l'équipe rédactionnelle, on avait hésité entre développement durable et révolution digitale, donc on peut faire c'était bien vu, félicitations. On peut faire les deux. Le développement durable aussi fait partie du programme, au sens... Vraiment, vous avez un module là-dessus, ou est-ce que c'est abordé par-ci, par-là? Oui, on a aussi un module là-dessus. Okay. Et c'est effectivement l'un des moteurs d'évolution de notre secteur. L'important là aussi, comme sur le digital, c'est non pas de faire de la conversion au développement durable, ce qui n'est pas du tout notre sujet, mais comme pour tous nos sujets, de donner les éléments structurant de cette évolution. Donc, parler éventuellement de certification, de parler d'objectifs réglementaires, de parler de comportement des entreprises, de parler d'attentes des collectivités. C'est ce type de choses qu'on présente dans ce cours-là, comme on présente dans tous les cours les éléments de choix importants, comme je l'indiquais au début. Ok. J'ai lu que votre master n'incluait qu'une seule et unique association, l'AMI. C'est un peu triste, non? Bah non, c'est pas triste. Alors l'AMI, c'est l'association du master en management de l'immobilier. Donc c'est vraiment votre seul et unique asso? C'est notre seul et unique asso. Après, vous êtes 35 en On même est 35, temps. donc pour créer plusieurs associations, je pense que ça demanderait un peu trop d'organisation et on manque un peu de temps. Donc on a une seule association, l'AMI, qui a pour membre tous les élèves d'une promotion. Et on a comme objectif donc, de réaliser cette course dont je vous ai parlé plus tôt. D'accord, donc cette association vise uniquement à la réalisation de la course ou elle a d'autres activités? C'est son activité principale. Ok, donc chaque année vous faites la course, c'est la course de l'immobilier, non? Les foulées de l'immobilier, pardon. Voilà. Au niveau du réseau des anciens, est-ce que, je pensais que peut-être l'association pouvait s'en occuper aussi, mais est-ce que vous avez une autre asso ou une autre structure qui s'en occupe? Oui, il y a une association qui s'appelle le Club de l'immobilier de Dauphine, qui regroupe donc nos 500 anciens aujourd'hui, et qui est très en lien avec l'AMI, c'est amical si je veux dire, et qui réalise des after-work donc régulièrement où les anciens se retrouvent, des visites de chantier, et qui est en train de préparer aussi un outil de mise en contact entre les anciens et les entreprises, qui réalise aussi des conférences. Nous avons... vous inviter à une conférence le 22 mars prochain. Sur quel thème? Nous recevons donc sur un thème assez décoiffant sur les nouveaux modes de travail condamnent la défense à terme. C'est-à-dire, est-ce que le fait de faire du télétravail, de travailler de façon plus nomade finalement,
va faire qu'on n'aura plus besoin de bureau dans quelques années, ce qui est quand même un sujet assez fondamental quand on est dans le bureau. Et nous allons recevoir donc le patron de JLN, John Lange-LaSalle, qui est l'un des grands transacteurs de la place, et l'ancien patron de la Défense, de l'EPADESA, qui aujourd'hui est parti et dont la parole sera plus libre. Ok, donc ça c'est organisé par vos anciens. Et donc ça c'est les anciens qui organisent ça, le 22 mars, 18h30 à Dauphine. À Dauphine. Votre master a-t-il le meilleur ROI du marché? À combien tournent à peu près les salaires? Alors vous disiez que ce n'était pas un bon argument pour venir dans l'immobilier, mais c'est vrai que ça intéresse aussi les gens. C'est vrai, comme je disais, nous sommes des financiers. Alors les salaires de la promotion sortante, donc qui est sortie il y a 2 mois, étaient à 48 000 €. Ok, en moyenne? En moyenne. Les salaires de la promotion qui sont sortis il y a 2 ans sont aujourd'hui à 65 000 €. Donc par rapport au coût du master qui est un peu plus faible que certains autres, je pense que le ROI est très correct. Je voudrais surtout insister sur le fait que ce sont des débuts de carrière pécuniairement supportables, mais ce sont vraiment de très belles trajectoires. Par rapport aux frais de scolarité du master, tout le monde est en alternance et vous disiez la majorité en apprentissage. Oui. De fait, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise d'accueil. d'accueil. Absolument. Donc il n'y a pas de frais de scolarité à payer en fait. Donc on est dans un ROI infini. 64 000 par rapport à 0, faites le calcul. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en finance. Ça devrait être assez simple. Ça va encore. Je vous laisse prendre la question suivante. Proposez-vous des échanges à un moment de l'année ou des séminaires afin de sortir un peu du franco-français? Eh bien, nous ne faisons pas vraiment d'échanges. Non, c'est vrai. Vous ne sortez pas des frontières françaises? On ne sort pas des frontières. Alors, on sort des frontières françaises. Parisiennes. Ici, on sort des frontières françaises pour un voyage de fin d'études. Qu'organise d'ailleurs le parrain qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on ne va pas très loin, on va à Madrid, Milan, Londres, Lisbonne, des destinations qui sont sympathiques. Donc ça, c'est plutôt pour détendre l'atmosphère à la fin. C'est le voyage de fin d'études. Donc le voyage de fin d'études, il a 2 jours qui sont, donc on est sur le terrain, davantage, mais qui restent des cours, et puis ensuite la fin du week-end qui est plus pour dire au revoir à cette année. Pour moi, je ne peux pas vous en parler puisqu'on n'y est pas encore, mais pour clôturer l'année. Ok. Voilà. On a le temps pour ça, parce que tu disais, alors tu as utilisé le mot course pour le 3 mots max en disant faut de l'endurance. Quand on parlait des assos, tu disais on n'a pas trop de temps pour ça. On a un peu de temps pour s'amuser quand même quand on est dans le master. Oui, on arrive à trouver le temps et à passer du temps ensemble en fait. Cette année, notre classe a une bonne cohésion de groupe et en sortant de cours, quand il est 20h30 et qu'on a une grosse journée, on aime bien faire une pause, aller au petit bar à côté de notre salle de cours pour décompresser, rigoler, se raconter nos histoires de la semaine. Et vraiment, on arrive à trouver le temps de passer des bons moments ensemble. Ok. Alors, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous laisser 2 minutes de conclusion si vous souhaitez ajouter quelque chose. Alors, juste à propos de l'international, dire que nous ouvrons la petite sœur du master à Casablanca demain matin. Donc on sort aussi des frontières françaises. Dire que nous avons effectivement des conférences complémentaires sur des marchés immobiliers étrangers et surtout sur les comportements de nos collègues étrangers pour ouvrir effectivement à des partenaires internationaux. Que c'est un master très exigeant, effectivement en termes de scolarité, mais que c'est effectivement une très belle antichambre pour cette communauté immobilière. Très bien. Camille? Donc, juste pour terminer, j'aimerais dire à tous ceux qui se posent la question de postuler que s'ils ont cette passion de l'immobilier et qu'ils ont envie d'en savoir davantage, je les encourage vraiment à postuler, à réfléchir à leur parcours et à se poser les bonnes questions. Et qu'une fois entré dans ce master, on se rend compte que c'est vraiment le début d'une très belle histoire. Super, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. À plus.